Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes. Je suis Alexia Demarie et je présente tous les matins de 10h à 11h les Cannes techniques organisées par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Rachet de Perfect Memory. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexia. Alors Guillaume, pouvez-vous nous présenter la genèse de la solution Perfect Memory ? Alors oui, donc Perfect Memory, donc tout d'abord on est un éditeur logiciel qui donc offre une solution qu'on appelle le Cognitive Asset Management. Donc l'idée en fait c'est quand vous produisez au sein d'une entreprise, d'une organisation, d'un projet, d'une production cinématographique par exemple, produisez tout un ensemble de documents, de contenus, de données. Et notre objectif ça va être de capitaliser tout ce qui est produit, de référencer tout ça et de le rendre accessible à tous ceux qui en ont besoin. Et donc la genèse de Perfect Memory, alors déjà c'est avant tout le projet d'un homme, Steny Solitude, qui a créé il y a 15 ans cette entreprise avec cette vision, en fait, cet objectif qui est que plus le monde numérique se développe et plus la quantité de données produites devient astronomique et des données du coup qui sont en plus on va dire stockées dans des écosystèmes qui sont très très silotés, ne communiquent pas entre eux. Donc il y a un vrai enjeu en fait d'accessibilité de ces données et plus les données sont nombreuses et plus il devient difficile de s'y retrouver. Donc la genèse du projet de Perfect Memory, c'est d'adresser cette problématique. Et donc dans le monde du cinéma, il y a bien sûr des cas d'application. Nous, on s'est d'abord spécialisé dans le monde du broadcast média. Donc notre solution, elle est déployée chez des acteurs comme France Télévisions, M6 ou RTL. Et avec voilà, cet objectif d'adresser cette accessibilité sur tout ce qui est produit, quelle que soit finalement l'origine de ces données. Alors justement, comment les données peuvent être exploitées par les entreprises ? Alors oui, donc en fait aujourd'hui, il faut qu'on assume quelque chose, c'est que tout contenu qui est produit devient une archive très vite, mais derrière cette notion d'archive, on a cette notion de mettre quelque chose dans un placard et de le ressortir de manière très ponctuelle quand on en a besoin. En réalité, en fait, l'idée, c'est de basculer d'une logique d'archive à une logique de valorisation d'actifs, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça des assets. C'est cette idée, en fait, que tout ce qui est produit, tout contenu, tout document, et on ne parle pas que du contenu final, hein, dans le cas du cinéma, on ne parle pas que du film, on parle de tout ce qui constitue finalement un contenu valorisable, eh bien l'objectif, c'est de le préserver et de faire en sorte qu'il ne soit pas mis dans un placard, justement, mais qu'il reste accessible. On a, par exemple, dans le cas de M6, que je citais tout à l'heure, on travaille ensemble, là, on a déployé chez eux notre solution dans le cadre de leur portail M6 Media Bank, qui vise justement à rendre accessibles tous les contenus qu'ils produisent pour réutilisation dans toute production qui en aurait besoin. Donc l'enjeu, il est là. Il y a une mine d'or en fait qui est produite quotidiennement par des entreprises comme celle-ci, des organisations comme celle-ci. Et l'objectif, c'est bien de mettre rendre accessible cette richesse en fait de contenu qui trouve sa pertinence éditoriale dans bien d'autres contextes. Mais l'enjeu, c'est bien de régler ce problème d'accessibilité et c'est ce qu'on vise. Donc il s'agit de tout type de documents, de la pré-production au tournage, les rushs. Tout à fait, exactement. En fait, l'idée, c'est que on va prendre tout document. On le voit par exemple sur cette illustration, c'est si on prend rien qu'une page web, en fait c'est un document, texte, et en fait en réalité il est porteur d'un ensemble d'informations riches, et donc du coup de ce document-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer finalement l'information qui est portée, structurer ce qu'on appelle la connaissance, sous la forme d'un graphe de connaissance, comme vous voyez ici. Et en fait, l'objectif, c'est quelle que soit la nature du document, qu'on parle d'un texte, qu'on parle d'une image, qu'on parle d'une vidéo, d'un audio. Et donc, dans le monde du cinéma, si on parle du scénario, si on parle du storyboard, si on parle des designs, etc., tout ça, en fait, ça constitue finalement des documents pour lesquels il est pertinent de structurer finalement les interconnexions avec les autres documents qui sont produits. Parce qu'en réalité,
produire un contenu, c'est finalement construire un réseau interconnecté de contenu qui vise à délivrer le contenu final, mais comme je le disais, en réalité, qui pourrait être réutilisé dans d'autres contextes. Et donc, des documents qui sont produits en cadre de la pré-production pourraient très bien servir, par exemple, le marketing du film. Et donc, il y a toute cette dimension-là qui réside dans l'anticipation de cette réutilisabilité des contenus en structurant l'information de cette manière. Et est-ce que ça permet aussi aux différents membres de l'équipe de pouvoir avoir accès à une base de données sur laquelle ils vont pouvoir, un monteur par exemple, pourrait avoir accès à des choses qui ont été réalisées en pré-production ? Oui, tout à fait, exactement. L'objectif, c'est de viser, on va dire, de référencer tout ce que les métiers produisent et de rendre accessible tout ce qui est produit à tous les métiers. Il y a vraiment cette idée de transversalité, de l'accessibilité qui est donnée. Donc l'objectif, c'est absolument pas de changer les outils de ces métiers, c'est de garantir que tout ce qu'ils produisent puisse être préservé quelque part et que ce soit rendu accessible. Donc voilà, l'objectif, il est là. Pas imposer de nouvelles façons de faire, pas changer la façon de produire, mais bien changer la façon de référencer ce qui est produit pour y accéder. Tout à fait. Et est-ce que ça permet aussi d'enlever les doublons, des choses qui peuvent être répétées plusieurs fois dans la production ? Comment ça se passe ça concrètement dans le milieu du cinéma ? Eh bien, en fait, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, on manipule beaucoup des fichiers. Et en réalité, en fait, des fichiers, ce sont que des manifestations numériques d'un contenu. Donc, quand on a différentes versions, quand on a différents types de documents qui, en réalité, sont différents formats, on va dire, pour le même contenu, en fait, l'enjeu de la structuration, il est là aussi, c'est de pas... c'est de venir référencer le contenu en lui-même et de bien le différencier de sa manifestation numérique qui sont les fichiers. Et donc cet enjeu de structuration, il répond, on va dire par définition, au fait de résoudre ces problématiques de doublons dans le monde numérique notamment. Oui, tout à fait. Et on peut parler un peu plus concrètement des applications sur le cinéma avec le visuel que vous nous présentez ? Oui, tout à fait. J'aurai l'occasion de rentrer un peu dans le détail après, mais déjà de manière générale, ce qui est important en fait dans le monde du cinéma, on l'évoquait tout à l'heure, c'est que quand on produit un film, en fait, il y a plein de chefs-d'œuvre qui sont produits au sein de ce film. C'est-à-dire que ça peut être un plan, ça peut être un costume, ça peut être un storyboard. Enfin, tout ça, en fait, ça constitue, comme je disais, des assets qu'il convient en fait de valoriser, parce que aujourd'hui, en termes de cas d'usage, il y a effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, la possibilité de venir rendre accessible ces contenus pour une réexploitation. Donc c'est favoriser la réutilisation. Donc il y a un cercle vertueux aussi de ne pas reproduire sans cesse des contenus qui pourraient resservir dans d'autres contextes. C'est d'assumer en fait cette on va dire diversité d'exploitation qu'on peut envisager avec des mêmes contenus. Mais il y a aussi cette dimension, en fait, on va dire de renforcer le lien avec l'audience aussi, parce que aujourd'hui, quand on aime un film, on veut souvent aller plus loin sur comment ce film a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas justement des chefs-d'œuvre au sein de ce film, comme je disais tout à l'heure, qui pourraient être accédés en tant que tels. Et en fait, imaginez en fait que lorsqu'on produit un film, qu'on puisse mettre en accès, par exemple, un catalogue numérique dans lequel le spectateur pourrait se plonger pour rentrer dans les coulisses du film et potentiellement accéder à des contenus qui, encore une fois, sont une richesse pour le public, mais une richesse aussi pour les professionnels du cinéma. Et donc, il y a tous ces enjeux-là, en fait, qu'on adresse dans cette idée de valoriser finalement tout ce qui constitue en soi un contenu qui est malheureusement peu valorisé aujourd'hui. Oui, donc c'est une solution qui peut être utilisée et par des professionnels et par des néophytes, des passionnés. Tout à fait, parce qu'il y a en fait, l'enjeu, c'est l'intelligibilité du contenu. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quand on dit rendre accessible le contenu, c'est aujourd'hui,
dans le monde du cinéma, ça nous arrive tellement de fois, je ne sais plus comment ce film s'appelle, mais je sais que c'était avec cet acteur, ou je sais que ça a été fait en telle année, ou que sais-je. En fait, tous ces axes pour retrouver quelque chose qui nous intéresse, eh bien, en fait, c'est ça qu'on entend par l'accessibilité, c'est-à-dire de multiplier les points d'entrée, de multiplier la façon de retrouver ce qui nous intéresse. Et comme je disais tout à l'heure, grâce à la structure que l'on applique, la structuration qu'on applique, eh bien, en fait, on multiplie ces points d'entrée et donc finalement, on rend facile l'accès. Et en ça, du coup, ça s'adresse à la fois aux professionnels, mais aussi à des néophytes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre travail avec Movie Labs ? Oui, tout à fait. Alors, avec Movie Labs, donc déjà pour dire 2 mots sur Movie Labs, c'est, on peut dire, le département recherche et développement des studios hollywoodiens. C'est-à-dire que Movie Labs, en fait, va être porteur, va recommander en fait de nouvelles normes, des nouveaux formats, que ce soit dans le monde par exemple des métadonnées, dans le monde de ce qui constitue finalement les standards qui permettent de référencer les contenus dans les outils de production. Movie Labs va recommander ces façons de faire, on va dire, pour que les studios s'alignent sur une norme. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Movie Labs, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont identifié ça, c'est qu'ils ont identifié que les graphes de connaissances étaient la voie la plus pérenne pour référencer justement tout ce qui est produit au sein d'une production. Et donc pour ça, en fait, Movie Labs a mis en place un standard, un modèle standard qui s'appelle l'Ontology for Media Creation, l'ontologie OMC. Donc ce qu'on appelle une ontologie, c'est le modèle d'un graphe de connaissances, sans rentrer dans les détails techniques. Et ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, ils offrent une manière de référencer les costumes, les personnages, les scènes, le scénario, tout ce qui constitue finalement les composants d'une production. Et grâce à ce modèle-là, eh bien, ils offrent une manière, voilà, comme je disais, standard de référencer tout ça. Et là où justement Perfect Memory intervient, c'est que notre solution elle a été basée exactement sur ces standards-là. Et donc du coup, on a démontré avec Movie Labs la capacité en fait d'exploiter ce modèle et de le mettre à contribution dans des interfaces de recherche, des interfaces de consultation pour justement réaccéder à tout ce qui a été produit au sein de la production d'un film. Et donc là, on voit visuellement en fait une vidéo. On est parti en fait du scénario en fait. Donc là, on était dans le cadre d'un court métrage d'animation. On est parti du scénario et avec cette idée que dans un scénario, il y a finalement une mine d'informations structurantes pour tout ce qui va suivre. Et donc, du coup, dans ce scénario, vous avez des scènes, vous avez des personnages, vous avez du coup des lieux de narration qui ont des lieux de tournage associés, qui peuvent être réels ou factices. Et donc, toute cette dimension-là, en fait, elle est structurante. Et donc, du scénario, en fait, on garde le lien, finalement, après, avec tout ce qui va être produit. Et en fait, ce que ça amène en termes de valeur, c'est que tout ce qui va être produit va être immédiatement réaccessible en fait. C'est-à-dire que on va référencer par exemple les personnages, mais les designs des personnages, les concept art par exemple vont être associés aux personnages. Et on va même les enrichir, en fait, ces contenus qui sont produits. On intègre aussi des outils d'analyse, des outils d'intelligence artificielle, pas pour remplacer ce qui est produit, pas du tout. C'est plus pour venir compléter une richesse d'informations qui est déjà là. Par exemple, le fait d'identifier que dans un concept art, un personnage est assis ou debout, par exemple, tout simplement. Il y a des outils qui savent identifier ça. Et en fait, en bout de chaîne, ça permet à l'utilisateur, j'aimerais bien retrouver un concept art de ce personnage qui est debout, eh bien, je vais avoir la capacité de le rechercher immédiatement. Donc, encore une fois, l'intelligibilité du contenu pour favoriser le fait de le retrouver et, comme je disais, pour différents objectifs, le marketing, mais aussi la réutilisation dans d'autres contenus qui sont produits, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, avec Movie Labs, on travaille du coup avec différents studios hollywoodiens, justement pour résoudre cette problématique qui est aujourd'hui très très présente sur cette problématique d'accessibilité à tout ce qui est produit au sein d'une production.
Et ça va permettre également de voir, par exemple, un personnage qui évolue entre la phase de scénario et après la production. On va pouvoir suivre un peu les étapes, les évolutions créatives des équipes techniques. Oui, exactement, parce que l'enjeu, c'est de préserver la créativité. Y a vraiment cette idée de capitaliser tout ce qui est produit et de favoriser en fait cette réexploitation pour être toujours plus créatif. Donc il y a cette idée de la collaboration entre les métiers. Et il y a cette idée aussi, par exemple, quand un scénario évolue, ça peut avoir des impacts énormes en termes de tournage qui va être prévu. Mais préserver les versions, justement, les versions qui ont été créées avant d'arriver à la version finale, ça a une valeur très forte parce que ça permet de voir, de tracer aussi le processus créatif. Donc il y a un enjeu, clairement, aujourd'hui, encore une fois, de préservation d'une richesse de connaissances qui aujourd'hui, en fait, est malheureusement que stockée et très peu réaccédée. Voilà. Et est-ce qu'on conserve tout ? En fait, on peut. En fait, ça dépend véritablement on va dire, du contexte dans lequel on vise la réexploitabilité. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement absolument tout stocker et donc du coup de préserver l'accès à finalement le moindre composant d'un tournage, d'une production. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui va me resservir pour les utilisateurs que je vise, les néophytes, les professionnels, etc. Et en fait, en réalité, en fonction de ces besoins métiers d'accès, en fait, c'est aussi la force de notre solution, c'est la capacité de venir adapter finalement le modèle qui va constituer ce qui vous intéresse. Peut-être que dans certains cas, vous n'avez pas d'intérêt à référencer par exemple les costumes, eh bien on n'est pas obligé de le faire du coup. Il y a vraiment cette idée de s'adapter aux objectifs métiers que vous avez en termes d'accès. Ouais. Il y a une flexibilité en fonction des besoins qui est appliquée à chaque fois. Et est-ce que, donc vous l'avez dit tout à l'heure, mais les professionnels n'ont pas besoin de changer d'outil. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Oui, parce que en fait, aujourd'hui, le piège dans lequel je pense beaucoup d'éditeurs logiciels peuvent tomber, c'est d'imposer une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire, il y a un nouvel outil qui va être déployé et on va demander aux utilisateurs, maintenant, vous utilisez cet outil en remplacement de ce que vous utilisiez avant. Or, l'idée, c'est dire non à cette uniformité numérique. C'est vraiment ça. C'est vraiment dire, aujourd'hui, il y a des outils métiers qui répondent parfaitement à des besoins métiers. Si on parle juste des outils de montage, par exemple, il paraît inconcevable de demander à un monteur de changer en fait d'outil juste pour des questions de préservation de toutes les informations qui sont produites au sein d'une timeline de montage, par exemple. Donc, on ne va pas demander de changer d'outil. C'est pareil pour l'écriture du scénario, c'est pareil pour les concept art, c'est pareil pour finalement tout ce qui est produit. L'objectif, c'est de préserver ces outils métiers, mais derrière, de mettre en place finalement ce socle qui va permettre de préserver ce qui est produit. Donc on ne demande pas au métier de changer d'outil. L'idée, c'est qu'on met en place ce socle de réconciliation qui va permettre de capitaliser cette connaissance. C'est pour ça qu'on s'appelle Perfect Memory d'ailleurs, parce que l'enjeu c'est ça, c'est la préservation de la mémoire de ce qui est produit, sans changer finalement la façon de produire. Donc voilà, préservons les outils métiers, préservons la créativité, préservons les modes de fonctionnement de chacun pour justement garder en fait cette richesse créative, mais voilà, en complément, anticipons ces besoins de réutilisabilité. Oui. Donc les techniciens n'auront pas besoin d'être formés à l'utilisation de la solution Perfect Memory ? Non, parce que ce qu'on vise, c'est vraiment la simplicité d'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait souvent ce compliment-là quand les utilisateurs utilisent la solution, c'est qu'en fait, on a véritablement la facilité d'utilisation d'outils B2C, d'outils qui sont utilisés par le grand public, mais tout en ayant une richesse d'utilisation exigée par les professionnels. Et donc aujourd'hui, par exemple, quand on a déployé chez RTL notre solution, ils ont fait juste une petite vidéo de 5 minutes pour montrer comment l'interface de recherche fonctionnait, et ça a suffi en termes de formation. Donc quand il y a besoin de venir retrouver un contenu qui a été produit, l'interface, encore une fois, simple d'utilisation est là. Mais pour tout ce qui est
on va dire, préservation, c'est-à-dire que, par exemple, un monteur a produit un contenu, il doit le préserver, ben, on ne va pas lui demander de faire quelque chose de supplémentaire, ça va se faire automatiquement derrière. Donc c'est en ça, on ne perturbe pas les métiers, on vient les enrichir. Justement, est-ce qu'on peut voir un peu comment fonctionne cet outil de recherche ? Oui, parce que en fait, ce qui est... je vais poser cette question-là, mais en fait, aujourd'hui, qui n'a jamais eu de problème à retrouver un document ? C'est-à-dire que quand on recherche un document, on va taper des mots dans un outil de recherche, et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous vous dites tout de suite « Ah ben c'est que ces mots que j'ai tapés ne sont pas présents dans le document ou ne sont pas présents dans les métadonnées du document, donc je vais changer mes mots. » Mais en réalité, les mots que vous avez tapés, ils ont du sens, en fait. C'est vraiment ce que vous cherchez. Donc, en fait, on a ce travers aujourd'hui d'être, on va dire, fermé sur cette idée que ce que je peux rechercher, c'est forcément ce qui a été stocké. Or, du coup, ce qu'on amène, en fait, avec les technologies qu'on implémente, qu'on met en œuvre, les graphes de connaissances, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est d'apporter finalement cette dimension qu'on appelle cette dimension sémantique, portée par les données. Rien que quand on s'adresse dans un contexte où il y a plusieurs langues qui sont maniées, on comprend bien qu'un mot en français et un mot en anglais, ben, ce sont deux données différentes, mais qui peuvent porter le même sens. Eh bien, l'idée, c'est ça, c'est que notre outil de recherche, en fait, il assume ça. Et donc, finalement, vous pouvez taper un mot qui est absolument pas dans le document, qui n'est absolument pas attaché aux métadonnées, mais obtenir quand même votre résultat, parce qu'en fait, en réalité, le mot que vous avez tapé est l'une des données possibles pour l'information que vous recherchez. Et donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ça favorise l'accessibilité des contenus. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir multiplier les manières d'accéder. Et donc ça, sans rentrer dans les détails techniques, c'est la révolution de ces outils. Elle passe par cette approche par graphe de connaissances et qui permet d'expliciter en fait tout un implicite auquel nous on est habitués en tant qu'humains, mais dont les outils numériques malheureusement difficilement arrivent à mettre ça, on va dire, en accès, cette explicitation de l'implicite. Donc voilà, l'objectif il est là, c'est assumer qu'il y a énormément de façons de rechercher, et l'outil de recherche permet aujourd'hui de répondre à ce problème. Oui, surtout que en fonction, un producteur, un chef opérateur ou un monteur, ils ne vont pas utiliser forcément le même vocabulaire. Exactement, c'est exactement ça qu'on assume en fait. Je disais tout à l'heure, il y a le vocabulaire, il y a aussi la façon, les axes de recherche. J'évoquais tout à l'heure, parfois on ne se souvient plus du titre d'un film, donc on va rechercher par l'intermédiaire de l'acteur. Mais vous ne connaissez pas le nom de l'acteur non plus, mais vous savez que c'est l'acteur qui a joué dans tel autre film. Donc en fait, il y a toute cette dimension aussi d'assumer différents vocabulaires, mais aussi d'assumer différents... on va dire, degré de connaissance de la part des utilisateurs. Et donc, en réalité, c'est ça, c'est cette idée de favoriser, en fait, les chemins pour retrouver le contenu selon votre vocabulaire. Et c'est toute la beauté de ces technologies, et c'est d'ailleurs le travail qu'on a fait avec Movielab, ce modèle assume cette pluralité de vocabulaire pour retrouver un contenu, oui. L'interface est-elle accessible? Comment on accède à cette interface? Est-ce que c'est une accession par le cloud? Est-ce que... Alors, aujourd'hui, en fait, notre logiciel, dans la plupart des cas clients que nous avons, est déployé au sein de l'infrastructure du client, donc de son écosystème. L'idée, c'est de venir justement se greffer à un existant et de rendre ça accessible au sein de l'entreprise, de l'organisation. Donc ça, c'est, on va dire, le cas le plus récurrent, parce que du coup, ça répond à des enjeux de sécurité, ça répond à des enjeux d'accessibilité immédiate, quand, notamment dans le monde médias et cinéma, manipuler des vidéos qui peuvent être très lourdes parfois, de passer par le cloud systématiquement, ça peut être problématique. Donc, on va dire, voilà, le premier usage, il est là, mais bien évidemment, on peut rendre aussi accessible le logiciel dans le cloud pour des usages justement pour lesquels ce serait pertinent. J'évoquais tout à l'heure la mise par exemple
en lumière d'un catalogue de tout ce qui est produit au sein d'une production cinéma, ben ça serait via une interface accessible dans le cloud. C'est exactement ce qu'on a fait avec M6 que j'évoquais tout à l'heure. C'est une interface accessible dans le cloud et dans laquelle vous avez accès à des versions de contenu qui sont optimisées pour cet accès dans le cloud. Donc voilà, les deux sont possibles et en fait, en réalité, ça dépend des contraintes de la production, des contraintes de l'entreprise, des métiers avec qui on travaille, qui va nous faire déployer notre solution soit dans l'écosystème, soit dans le cloud. Et pour terminer là-dessus, on peut même avoir des déploiements dits hybrides, c'est-à-dire où il y a certaines parties de la solution qui vont être dans l'écosystème interne et d'autres parties qui sont accessibles dans le cloud. Et donc il y a ce jeu aujourd'hui qui permet de s'adapter à toutes les contraintes. Vous parliez de sécurité tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus? C'est un sujet majeur, la question de la cybersécurité. Qu'est-ce que vous apportez avec Perfect Memory de ce point de vue-là? Alors déjà, par la capacité de ne pas imposer le logiciel dans le cloud et de déployer la solution au sein d'un écosystème, déjà, c'est favoriser le fait de rendre disponible le logiciel dans des pratiques de sécurité déjà mises en œuvre par l'entreprise. On a aujourd'hui des clients pour lesquels il n'y a aucun accès depuis l'extérieur qui est possible. Vous devez passer par des bastions de sécurité pour pouvoir accéder à la solution. Et ben nous, forcément, du coup, l'accès à tout ce qu'on référence suit les mêmes règles. Donc il y a déjà, grâce à cette capacité de se greffer à un existant, on va pouvoir être en adéquation avec les principes de sécurité qui ont été mis en place par l'entreprise. Et après, il y a aussi cette idée, comme je disais, de structurer en fait, de manière exhaustive tout ce qui a été produit. Et en fait, structurer, on va dire, l'information d'accès au contenu, ça fait partie de la connaissance à structurer. C'est-à-dire que pouvoir accéder à un storyboard, ok, c'est fait pour des métiers, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des notions de confidentialité majeures qui doivent être associées à ce contenu? Eh bien ça fait partie finalement de ce qu'on structure également. Donc il y a vraiment cette idée de favoriser en fait la persistance de cette connaissance qui permettra d'être prise en compte par les outils. Et donc quand vous accédez à un contenu, il y aura ces vérifications qui seront systématiquement faites. Et donc finalement, d'un utilisateur à un autre, vous n'accéderez pas du tout à la même chose. Alors on parle beaucoup de production cinématographique depuis tout à l'heure. Est-ce que cette solution elle pourrait être appliquée aussi, elle pourrait être utilisée par les cinémathèques? Alors oui, bien sûr. Je dirais même que c'est un usage naturel en fait de la solution parce que aujourd'hui, comme je disais, donc on est une solution d'asset management, cognitive asset management. Donc avec cette idée en fait de pouvoir naviguer, explorer tout un ensemble de contenus qui, du coup, ont des vertus de connaissances vraiment importantes. Et en fait, par les cinémathèques, il y a vraiment cette idée, comme je disais tout à l'heure, si on référence tout ce qui est produit au sein d'une production, eh bien, on va pouvoir explorer finalement ce qui fait le sel d'une production particulière. Et donc, du coup, pouvoir accéder finalement à l'ensemble des contenus et à l'ensemble de ce qui a été produit au sein de ces contenus, eh bien, il y a un enjeu de référencement, d'historisation de ce qui constitue le cinéma de manière générale. Et donc, voilà, il y a vraiment aujourd'hui cet enjeu de préservation du contenu, il est là aussi pour favoriser la connaissance qui va être réexploitée, naviguée. Donc les cinémathèques, forcément, aujourd'hui, c'est un usage qui peut fortement les intéresser. Et qui intéressera les chercheurs, évidemment, dans une logique d'historisation. Exactement. Et avec cette idée aussi que tout est connecté, en fait. Il y a vraiment un film, comme je disais, par l'intermédiaire d'une équipe technique, d'un réalisateur, d'acteurs, etc. Il y a des liens évidents d'un film à un autre, mais il y a aussi des liens créatifs qu'on va pouvoir expliciter par cette préservation de tout ce qui a été produit au sein de ce film. Donc oui, pour l'histoire, c'est hyper important. Une dernière question avant de passer aux questions du public. Est-ce que cette solution est compatible avec les besoins en écotournage, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière et dont on parlera encore cette semaine à Cannes?
Alors oui, parce que aujourd'hui c'est pareil, c'est qu'il y a nombre d'éditeurs logiciels qui tombent, on peut dire, dans le piège de l'IA, de l'intelligence artificielle, par cette idée de venir analyser des contenus de manière automatique pour produire de l'information alors qu'elle existe déjà. Et en fait, du coup, il y a un cercle pas du tout vertueux ici, qui est de venir faire tourner des machines, des serveurs, pour analyser des contenus, des vidéos, pour venir y greffer des métadonnées, de l'information, mais qui en réalité existaient, ont été produites par un département, mais encore une fois, qui n'étaient pas accessibles, et donc du coup, qui n'ont pas pu être réexploitées. Donc il y a un enjeu en fait de cercle vertueux, de mise en circulation de l'information pour ne pas répéter sans cesse finalement ce qui existe déjà. Et donc ça, forcément, c'est un enjeu, ça rentre dans cette idée d'un enjeu écologique majeur, qui est de ne pas reproduire sans cesse ce qui a déjà été produit. Donc il y a vraiment cette idée d'utiliser, par exemple, des outils d'intelligence artificielle, comme je le mentionnais tout à l'heure, uniquement sur ces axes où on sait qu'on n'a aucune information, où on sait qu'on n'a absolument rien. Et après, il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui, sur le web, vous avez des informations factuelles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, typiquement la géolocalisation des lieux, et de savoir qu'une ville est dans un pays, etc. Si on veut justement organiser un tournage, eh bien, il y a tout un ensemble d'informations géographiques qui sont importantes. Eh bien souvent aujourd'hui, dans des systèmes d'information classiques, ces informations vont être reproduites dans des nouvelles bases de données, etc., alors qu'elles existent par ailleurs. Donc cette réconciliation de l'information, elle est vraiment à plusieurs niveaux. Elle est entre ce que vous produisez vous, elle est avec ce que peuvent produire des outils automatiques sur des axes que vous n'avez pas, mais elle réside aussi dans cette idée de se connecter, de s'interfacer avec cette connaissance commune qui est sur le web. Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on dit que, en termes de on va dire de données non obsolètes, bien souvent vous allez avoir des métiers qui vont chercher sur les outils de recherche sur Internet une information alors qu'ils l'ont en interne. Mais encore une fois, c'est parce que c'est plus facile et plus à jour sur le web que les métiers vont avoir ce réflexe. Donc encore une fois, si on envisage ce cercle vertueux d'une circulation de l'information, on est dans cette idée de ne pas reproduire et reproduire sans cesse ce qui existe déjà, et donc forcément, ça a des vertus écologiques. Merci. Alors, on a déjà plusieurs questions en ligne et des questions dans la salle. Alors, on va commencer par une première question en ligne. Movie Labs est une initiative très intéressante des studios américains. Comment intégrer cette ontologie et garantir l'interopérabilité avec d'autres ontologies métiers existantes en France et en Europe ? Question intéressante. Donc oui, en fait, Movie Labs, aujourd'hui, l'ontologie qu'ils ont mis en œuvre, elle a été mise en œuvre selon les standards du W3C, le World Wide Web Consortium. Donc typiquement, quand vous naviguez sur le web, il y a des standards qui sont respectés. Les pages web auxquelles vous accédez, etc. S'il n'y avait pas de standard, il n'y aurait pas de compatibilité avec les navigateurs que vous utilisez, etc. Donc il y a des standards à respecter, et donc c'est le W3C qui propose ces standards. Et donc, faire une ontologie, ça se fait selon ces standards du W3C, ce qu'on appelle le RDF, le WL. Je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques, mais ce qui est important, c'est que du coup, ces outils sont nativement intégrables dans des solutions qui comprennent ces standards-là. Et toute la beauté en fait des ontologies dans ces standards, c'est qu'elles sont prévues pour être interopérables justement avec d'autres ontologies. Aujourd'hui à Perfect Memory, on a nos ontologies, donc des modèles qui sont faits pour, par exemple, pour référencer des contenus vidéo, par exemple. Eh bien, on va structurer c'est quoi une vidéo, c'est quoi une séquence, c'est quoi une scène, etc. Et en fait, cette façon dont on a modélisé de notre côté, en fait, on est venu, on va dire, l'interfacer, déclarer les équivalences avec le modèle de Movie Labs. Et donc, du coup, grâce à ça, nativement, on est interopérable par juste l'utilisation du standard. C'est-à-dire qu'on ne vient pas développer un outil qui va faire une traduction d'un format à un autre. Non, le standard est prévu pour ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a ce cercle vertueux
de ces modèles qui sont interfacés entre eux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, hein, si vous êtes un peu curieux sur cette dimension-là, il y a ce qu'on appelle le linked open data. L'open data, tout le monde en entend parler. Le linked open data, ben, c'est cette idée d'accéder sur le web à de l'open data selon ces standards des graphes de connaissances et des ontologies qui sont pensés pour cette interopérabilité. Encore une fois, pour ne pas réinventer la roue là où il y a déjà des modèles qui ont été faits. Alors, il y a une question dans le public. J'aimerais savoir votre modèle économique en tant qu'utilisateur déjà, parce que par rapport à votre coffre-fort, dans le sens en termes de données sensibles, ça c'est très important, et savoir la durée aussi. La deuxième question, c'est aussi en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire que nous sommes en coproduction, comme c'est évolutif, avec un coproducteur, avec des financiers qui veulent suivre effectivement la production et qui peuvent aussi voir l'évolution du film et des données. Ils peuvent aussi intervenir. Et la troisième aussi, parce que j'ai trois questions en une en réalité, c'est par rapport à, parce que c'est très intéressant pour le remake, par exemple, sur la propriété intellectuelle. Voilà, c'est ça que je voulais aussi vous demander. Voilà, merci. Oui, merci. Alors déjà sur le modèle économique, en fait aujourd'hui, nous tout simplement c'est une licence logicielle. Donc quand on va déployer la solution, en fait il y a une licence annuelle du coup, et qui en fait dont le coût en fait est dépendant de la volumétrie des assets, des contenus qu'on va référencer. Donc d'un contexte à l'autre, on peut être dans des ordres de grandeur tout à fait différents. On a des clients qui ont des millions d'assets et on a des clients qui en ont des milliers. Donc le modèle économique, il se situe là. Et après, en fonction de vos spécificités d'usage, donc c'est toujours, disons, du sur-mesure en termes de mise en place. Donc voilà. Et après, quel que soit le nom d'utilisateur. C'est-à-dire que c'est vraiment lié sur la volumétrie des assets, mais vous pouvez avoir des milliers, des millions d'utilisateurs. C'est pas ça qui changera effectivement le coût associé. Donc ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, effectivement, dans le cadre de coproduction, en fait, c'est un enjeu majeur justement qu'on a mis sur la table avec Movie Labs, parce qu'il y a cette idée aujourd'hui de mise en circulation de l'information pour favoriser déjà au sein d'une production déjà une meilleure accessibilité, mais aussi entre différentes structures, entre différentes organisations. Et c'est bien l'objectif qu'on vise. Donc l'outil, l'idée, c'est pas de le mettre dans les mains que d'une société de production, c'est de permettre justement cette capitalisation transversale. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on vise. Et Movie Labs, il travaille avec la majorité des studios hollywoodiens. Eh bien, c'est aussi dans cet objectif. C'est dans cet objectif de mise en circulation. Et sur la dimension remake et ce que vous disiez, oui, complètement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a énormément de discussions, et notamment chez les Américains, où à partir d'un contenu qui est produit, en fait, il y a énormément de contenus annexes qui peuvent être produits. Des contenus multimédia, il peut y avoir l'adaptation sous différentes formes, la version animée, le jeu vidéo, ou que sais-je. Et en fait, en réalité, quand on accède au design des personnages, quand on accède au scénario, etc., tout ça est structurant pour l'intégralité de ces contenus. Donc il y a vraiment cette idée aussi de favoriser, on va dire, la pluralité éditoriale qu'on peut envisager avec ce qui a été produit. Et ça, au moment de la sortie du film, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que des années après, on peut ressortir, produire un documentaire sur le film, par exemple, qui va réexploiter toute cette richesse. Donc voilà, les enjeux sont multiples, mais du coup, le premier verrou à régler, c'est cette préservation de toutes les données et tous les documents qui sont produits. Voilà. Alors, il y a d'autres questions en ligne. Comment Perfect Lab s'inscrit dans les projets concernant une forme de normalisation des métadonnées liées au tournage cinéma, projet TAMIS, recommandation technique CST 030, projet de Cinema Preservation Package porté notamment par la CST et Studio Canal? Eh bien, on s'inscrit dans tout ça parce que, d'ailleurs, vous citiez le projet TAMIS, on fait partie effectivement de ceux qui ont répondu à ce projet parce que il y a cet enjeu en fait de normalisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, de standards pour justement venir pour venir faire circuler cette information, quel que soit le format de ce qui a été produit. En fait, aujourd'hui, on a une diversité vraiment folle, et particulièrement dans les systèmes de production,
de format de métadonnées, de format de fichiers, etc. Et donc l'enjeu, c'est ces formats qui existent, comment je fais pour intégrer leurs données selon justement le standard. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en place des mécaniques vertueuses de connecteurs, on va dire comme ça, de connexions qui vont permettre de systématiquement projeter vers le standard ces données qui ont été stockées. Et donc pour ça, effectivement, il y a un enjeu de proposer une norme, un standard, mais il y a aussi un enjeu de connexion avec l'existant. Et donc pour ça, il y a, il faut que ces initiatives ne prennent en compte l'existant et le fait de venir se greffer à cet existant et pas de le remplacer. Et donc c'est un cercle vertueux. Et donc vis-à-vis de tout ce que vous avez cité, on s'inscrit bien évidemment dans cette optique de compatibilité avec les normes déjà existantes. Une autre question en ligne également. Perfect Memory est à l'origine d'une initiative également très intéressante, Perfect Commons. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors les Perfect Commons, c'est la mise en open source de nos ontologies. Je les évoquais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, les modèles de données en graphe, les ontologies, en fait, ont mis des années un peu à percer parce qu'elles induisent en fait une approche qui est différente par rapport à notre façon de fonctionner habituelle. On est très habitué à ranger des fichiers dans des dossiers dans des dossiers. On arrive à très bien penser en arbre, mais penser en graphe de manière multidimensionnelle, c'est peut-être un petit peu plus complexe dans cette modélisation. Et donc, pour justement favoriser l'adoption de ces nouvelles façons de faire, eh bien, nous sommes en train de mettre en accès libre nos ontologies, des documents explicatifs sur ces ontologies, comment on peut les utiliser, comment on peut justement bénéficier d'une richesse que vous n'avez pas avec des façons, on va dire, standard aujourd'hui de fonctionner. Et donc là, l'idée, c'est d'être très pédagogue et de rendre accessibles ces ontologies pour que vous compreniez ce que ça change et comment vous pouvez envisager leur utilisation dans vos outils. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Ça sera donc la dernière question. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à vous, merci. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. On parlera de formation avec Jacques Aubert de l'AFDAS qui nous présentera les formations qui sont possibles d'être réalisées pour les techniciens. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir.